Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour Antoine, bonjour à tout le monde. Alors, très content de voir que vous êtes aussi nombreux ce matin. Il semblerait que le sujet soit un petit peu porteur. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, Mathieu et moi, on va tâcher de vous partager le fruit de notre réflexion autour de l'open banking, de la directive sur les paiements, du RGPD et la place du consentement qu'il peut avoir au sein de cet écosystème. Donc, pour cela, on a prévu de vous parler rapidement de qui est Didomi, de ce qu'on fait, revenir un petit peu sur les grands principes fondamentaux de l'open banking, de la DSP2, les enjeux qui vont avec, et vous partager quelques use cases auxquels on a pu réfléchir avec Mathieu. Donc, si jamais vous avez des questions, et elles seraient les bienvenues d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser directement dans le module questions. Ce sera plus pratique que le chat. On reviendra dessus avec Mathieu à la fin de la présentation. Donc, Mathieu, je peux te laisser nous dire un petit mot sur Didomi, qui on est? Bien sûr. Alors, je vais passer au slide suivant. Donc d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi que vous soyez aussi nombreux et donc je vais vous présenter, prendre la parole et vous présenter un petit peu Didomi. Didomi, pour ceux qui ne connaissent pas encore Didomi, nous sommes une entreprise française spécialisée dans la gestion des consentements et des préférences utilisateurs. Donc, en quelques mots, très simplement, on conçoit des solutions qui vont permettre à vos utilisateurs en fait, de décider quelles permissions ils vont donner quant à l'usage de leurs données personnelles à travers différentes solutions. Aujourd'hui, Didomi, c'est pas moins de 160 000 sites Internet et applications mobiles sur lesquels nous sommes déployés. Donc, ça paraît beaucoup. Effectivement, nous sommes très fortement présents. Étant une entreprise française, on est aujourd'hui présent dans 25 pays et donc dans autant de langues disponibles. Je vous ai parlé des environnements web, des environnements mobiles applicatifs également. Nos SDK sont disponibles sur différents environnements, donc on pourra vous accompagner sur les différents use cases que vous pourrez rencontrer. Aujourd'hui, on collecte également les consentements sur 2 milliards de devices. Et donc, ça représente 65 milliards de pages vues avec un consentement Didomi que l'on aura transmis auprès de vos partenaires technologiques. Pour vous parler un petit peu des références, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on compte parmi nos références 160 000 sites Internet et applications mobiles. On équipe tout type de vertical, bien entendu, mais plus particulièrement le vertical de la banque, où vous allez retrouver certains noms qui vont vous parler, comme Boursorama, RCI Bank, Orange Bank également. Et on travaille également avec la majorité des banques françaises, dont le Crédit Agricole et la Société Générale que nous accompagnons en ce moment. Pour vous parler un petit peu, vous partager un petit peu notre méthode. Aujourd'hui, Didomi, on travaille sur une solution ouverte avec des interactions sur le pan du consentement. Et notre méthode est décomposée vraiment en 4 étapes. Les 4 étapes sont les suivantes. La première étape est la collecte des consentements. Vous allez voir qu'on va avoir la capacité à pouvoir collecter tout type de consentement en s'adaptant à vos environnements. Donc, je vous ai parlé éventuellement de l'environnement applicatif, de l'environnement, on peut parler des environnements digitaux, mais également des environnements physiques. On va se charger également de stocker l'intégralité des consentements, du statut de consentement des utilisateurs, et on va les conserver de façon à prouver que vous avez collecté les consentements de la bonne façon et que vous êtes donc conforme au RGPD si jamais on vous demande de justifier cela. Une fois qu'on a collecté les consentements de votre utilisateur, notre objectif ensemble, ça va être d'analyser et de pouvoir optimiser justement ces consentements et de s'imprégner vraiment dans l'expérience utilisateur et de trouver des solutions, de trouver des alternatives si jamais on a la possibilité de pouvoir améliorer cette expérience utilisateur. Une fois que ces 3 étapes sont réalisées, l'objectif, là où on va faire la différence, ça va être au niveau de la synchronisation. Je suppose que ces informations sont vitales, c'est même une certitude, ces informations sont vitales pour vous, et donc vous allez devoir les utiliser, et pour les utiliser correctement, on vous propose de les synchroniser avec les outils que vous utilisez au quotidien, typiquement des outils de CRM, des outils de marketing automation et vos outils internes. Hop.
Je vous partage également cette image, ce rapport de Gartner. Ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que vraiment l'open banking est une tendance globale. On vous a parlé de consentement, mais ce qu'on aimerait, la question à laquelle on aimerait répondre, c'est vraiment quel est le lien entre le consentement et l'open banking. Aujourd'hui, on voit, chez Didomi, on voit un dénominateur commun qui est évident, c'est déjà la portée internationale. On voit un petit peu, si on regarde plus en détail, qu'il y a une émergence des lois liées à la privacy qui induisent les notions de consentement. Et donc, on retrouve des initiatives similaires qui comportent le DSP2, l'open banking, un petit peu partout dans le monde. Et donc voilà la conclusion de ce rapport du Gartner. Antoine, je t'en prie. Ah, tu es en mute, Antoine. Oui, ça fonctionnera mieux comme ça. Donc, avant de rentrer plus en détail dans ce qu'est l'open banking, c'est important de le définir. L'open banking, ça va quand même de pair avec la directive sur les paiements, donc la deuxième, la 2, qui est apparue il y a une petite dizaine d'années. Et pour résumer l'open banking à sa plus simple expression, on pourrait vraiment le définir comme l'ouverture des systèmes informatiques des banques et surtout via des API, donc, afin de permettre le partage des données utilisateurs via ces mêmes API, avec donc une interconnexion entre les systèmes des banques et des partenaires tiers. Donc ça va permettre de mettre en œuvre, de développer de nouveaux services, soit propres aux banques en interne, soit en s'appuyant sur des solutions externes. Et donc, parmi les données utilisateurs qu'on partage le plus fréquemment, on va retrouver des informations sur les virements bancaires, les dépôts, les opérations bancaires courantes. Et donc ça, c'est vraiment une tendance majeure de fond pour toutes les banques, parce que c'est vraiment une obligation en plus pour les banques que d'ouvrir leur système en répondant à un certain nombre de standards techniques au niveau des API. On reviendra dessus tout à l'heure. Et donc, parallèlement à cette obligation qu'ont les banques d'ouvrir leur système, on peut voir que les banques ont vraiment, les faits montrent que les banques ont vraiment conforté leur place de tiers de confiance auprès de leurs clients. 65% des clients font confiance à leur banque en 2020. Le nombre de clients qui se disent très satisfaits de leur banque a été multiplié par 3 en 10 ans. Ça, c'est vraiment une tendance de fond. Et la banque, c'est un petit peu le stéréotype de l'entreprise qui est stable, qui a une assise et il y a une certaine sécurité qui émane de cet acteur. Donc, c'est vraiment une entité qui est extrêmement rassurante pour les clients. Donc, l'étude de Deloitte qu'on a lue avec attention pour travailler sur ce sujet-là nous apprend que 7 clients sur 10 vont préférer s'adresser à leur conseiller habituel plutôt qu'à un spécialiste du métier. Ça montre la place que peut avoir la banque dans les moments de vie qu'on peut avoir en tant qu'individu. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal en fait, parce qu'on peut s'apercevoir aussi que la digitalisation des process courants, c'est un élément fondamental dans la satisfaction client, mais que l'humain reste quelque chose d'indispensable à la relation bancaire. Donc, si on doit vraiment synthétiser un des points soulevés par cette étude, on pourrait le résumer d'une manière assez simple en disant que toutes les opérations basiques, simples, doivent être digitalisées par des services technologiques qui vont vraiment faciliter les choses, faire gagner du temps, mais que tous les moments importants dans la vie d'une personne passent par une interaction avec un humain. Donc, le point positif, peut-être, c'est que tout le monde ne va pas être client N26 pour toutes ces opérations de vie. Et cette confiance, elle permet même d'envisager de nouveaux services. Cette étude, elle va beaucoup plus loin parce qu'on peut y lire que quasiment 70% des clients des Français interrogés sont prêts à fournir plus de données personnelles en échange de plus de services. C'est-à-dire plus 9 points entre 2018 et 2019, c'est une augmentation de 15%. Donc ça, c'est quand même extrêmement significatif. Les Français attendent de la banque plus d'expertise en se basant sur leurs données à eux. Et ça, ils sont prêts à le faire. Les Français aussi, ils aimeraient bien que leur conseiller ait à sa disposition un certain nombre de services, toute une palette, pour répondre
à un besoin toujours grandissant de services toujours plus pointus. Donc ça, on va revenir dessus. Et c'est même une tendance de consommation qui est une tendance de fond qui est assez importante et sur laquelle nous, on croit beaucoup chez Didomi. Et même moi, à titre personnel, en tant que client des banques, c'est ce qu'on appelle le beyond banking. Exactement. Merci Antoine. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a abordé l'open banking, le beyond banking vient par la suite. Et c'est tout simplement la capacité d'une banque à proposer des services extra-financiers. Donc, le beyond banking aujourd'hui est une très grande tendance qui est en train d'émerger. Et comme l'a dit Antoine, aujourd'hui, la banque prend position en tant que vraiment tiers de confiance, part de confiance. La confiance qu'ont les utilisateurs envers une banque est très importante et grandissante. Et donc, l'utilisateur va demander de plus en plus de services annexes, de services extra-financiers qui peuvent être même carrément décorrélés du métier premier de la banque. Donc on va retrouver des services annexes comme éventuellement de la gestion immobilière, de la gestion locative, de la vente, dématérialisation des titres de transport. On va pouvoir éventuellement bénéficier de certaines réductions suite à ces dépenses ou pas, du cashback éventuellement, ou même des comparateurs, de la proposition d'abonnement téléphonique, de façon à ce qu'on puisse bénéficier de remises et qu'on puisse au final économiser éventuellement sur son abonnement téléphonique ou sur son abonnement TV. Et en effet, ces services-là, tous ces services-là font appel à des données à caractère personnel et donc vont être soumis en consentement et on va devoir avoir le consentement, l'autorisation des utilisateurs de façon à proposer ces services qui sont annexes. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je vois que le chat, je n'ai pas forcément le temps de consulter les questions, mais n'hésitez pas, si on n'y répond pas dans l'immédiat, on y répondra à la fin. Du coup, sur le slide suivant, je souhaitais vous partager un petit peu, dans la continuité de l'émergence de services tiers. Aujourd'hui, et depuis 2018, l'open banking, c'est une réalité pour les banques. L'open banking s'appuie sur le DSP2 qui est entré en vigueur en 2018 et le DSP2 va apporter un cadre légal. Okay. Suite à 2020, le RTS, lui, va donner un cadre au dispositif technique et on voit que le DSP2, à ce jour, aborde le consentement, c'est une certitude, mais n'en donne pas vraiment une définition claire et précise. Donc, on va considérer qu'en fait, la définition claire et précise du consentement est celle du RGPD et que c'est la définition du RGPD qui va prévaloir. Et donc, de ce fait, le consentement, si on redonne la définition du consentement, un consentement, aujourd'hui, il doit être libre, c'est une certitude, il doit être éclairé, univoque et spécifique. Hop, pardon, on a double sauté le slide, oui. Antoine. Je te laisse la main. Et du coup, donc, légitimement, on peut s'intéresser à la base légale qu'on va pouvoir utiliser pour tous ces nouveaux services. Pour tous ces nouveaux services, d'ailleurs, on a une promesse qui est extrêmement forte pour l'utilisateur. On peut voir que les cas d'usage, ils peuvent être multiples. Ça peut être sur de la gestion immobilière, du cashback, des abonnements. Donc, la banque devient vraiment un partenaire de vie pour l'utilisateur grâce à l'open banking et le beyond banking. Mais légitimement, enfin, tous ces services-là vont faire appel à beaucoup de données à caractère personnel et même de la donnée, si on met de côté cette notion de données à caractère personnel, c'est de la donnée qui est extrêmement confidentielle pour l'utilisateur. Et donc, légitimement, on peut se demander quelle est la base légale à retenir. Donc, DSP2 donne une réponse qui est très, très claire là-dessus. C'est le consentement. Il faut que le consentement soit explicite pour l'utilisateur, de la part de l'utilisateur. Mais le RGPD vient compléter cette définition, donc comme vient de le dire Mathieu, avec un consentement qui doit être explicite, donc c'est-à-dire pas de doute possible, libre, c'est-à-dire que l'utilisateur doit être libre d'accepter ou de refuser, éclairé, c'est-à-dire que l'utilisateur doit correctement être informé au niveau des finalités de traitement, des partenaires avec qui on va partager ces données,
Et enfin, il doit être univoque, c'est-à-dire qu'aucune ambiguïté quant à l'acte positif de l'utilisateur ne doit subsister. Et donc, il convient aussi de vraiment s'interroger sur les partenaires technologiques sur lesquels on va s'appuyer. On sort un petit peu du contexte du slide, mais quand on voit des solutions de publicité de déployer dans des applications de banque, on peut vraiment se poser la question de leur place ici. Qu'est-ce qu'un un agrégateur de données Facebook ou Google va faire dans mon application bancaire, surtout si j'en ai pas été informé, si j'en ai pas donné mon consentement. Donc, il y a vraiment une réflexion de fond à avoir sur ce sujet-là. Et donc, on peut vraiment résumer, on peut penser que l'avenir de la banque va vraiment passer par le développement de tous ces services annexes, afin de vraiment accompagner ses clients sur des sujets extrêmement porteurs en termes de valeur. Donc, dans cet aspect open banking, il y a bien évidemment la partie technique, avec la mise en place d'API, mais pour nous, le vrai sujet de fond, c'est un sujet de consentement. Sans consentement, il n'y aura pas de données. Sans données, on ne peut pas mettre en place ces services-là. Donc, si une banque veut mettre en place tous ces services qui vont faire sa valeur de demain, il y a besoin d'avoir une stratégie de consentement extrêmement claire. Et ce n'est pas simplement une petite case où on doit donner un oui ou un non. C'est une vraie gouvernance en matière de consentement qui doit être établie dans les banques afin de vraiment être capable d'assurer un suivi du consentement d'un seul et même utilisateur partout dans son parcours client. Trop souvent encore, on peut voir chez nos clients que les consentements vont être un petit peu éclatés. Ils vont être dispatchés dans pas mal de solutions. Il y en a un petit peu qui vont être dans une agence physique, un petit peu dans le logiciel d'emailing, d'autres consentements qui vont être dans la plateforme qu'envoie les push SMS. À aucun moment, on va vraiment réfléchir sur où est-ce que je vais centraliser mes consentements, parce que la vraie valeur d'une entreprise, elle va être constituée par ça, par sa donnée. Et sans consentement, il n'y aura pas de données. Donc nous, c'est vraiment la vision qu'on a chez Didomi, c'est d'aider nos clients à rétablir leur souveraineté en matière de consentement, parce que ça va être la clé qui va permettre d'ouvrir toute la porte de la donnée. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de constater que tous les exemples qu'on donne avec Mathieu ce matin sont vus sous un prisme français ou à minima européen, donc vraiment sous l'égide du RGPD, tandis que ce rapport Gartner, il a vraiment une portée internationale. Il a été établi, il a été rédigé aux États-Unis, là où le RGPD ne fait pas foi. La thématique du consentement, elle n'est vraiment pas présente aux États-Unis. Et pourtant, on peut voir que donc là, dans un contexte extrêmement international, même mondial, où le RGPD n'est vraiment pas une généralité, c'est le consentement qui revient. Donc, je pense que ça, c'est quand même extrêmement révélateur. Ça nous montre que dans les années à venir, la seule base légale qui va se développer pour l'usage de la donnée, c'est le consentement. Ça ne va pas être l'exécution du contrat, ça ne va pas être l'intérêt légitime, c'est le consentement. Donc nous, ce qu'on va proposer à nos clients, ce qu'on propose déjà, c'est de prendre de l'avance là-dessus. C'est de prendre de l'avance pour mettre en place une vraie stratégie de consentement. Ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ça demande de revoir un petit peu ces process. Et du coup, nous, on est là pour accompagner nos clients à chacune de ces étapes-là. Du coup, suite au dire d'Antoine, on va déboucher sur une problématique, sur un enjeu principal et un des vrais enjeux qu'on a identifié de l'open banking, c'est vraiment d'avoir une vision globale, une vision stratégique de la portée du consentement afin de bien se prendre en compte tout ce que cela va impliquer. On l'a vu, qu'on va retrouver l'étape du consentement tout au long de la relation client, des différents services que l'on va pouvoir entreprendre avec son conseiller clientèle éventuellement. On verra juste après également les étapes du consentement au travers des différents moments, aux différentes étapes du client et aux différents moments de vie de l'utilisateur. D'autres enjeux également, on cherche à améliorer l'expérience client. On sait ô combien il est important de continuer, de pouvoir transmettre de la confiance et d'aller dans le sens
dans le sens qu'Antoine nous a révélé au début de ce webinaire par rapport à la confiance des utilisateurs. Il faut vraiment continuer dans ce sens-là. On va pouvoir s'interroger sur pourquoi collecter un consentement avec autant de traitement de données sur une visite. Qu'est-ce que cela va impliquer à l'avenir? Et on va également pouvoir chercher à mettre l'utilisateur sur le siège conducteur de façon à mettre en avant le respect de la vie privée et l'usage des données personnelles et qu'elles soient au bénéfice, bien entendu, de votre client, de l'utilisateur, mais également que vous puissiez garder un œil et bénéficier de cette flexibilité que vous offrez à vos utilisateurs. Hop. Parfait. Donc là, avec Antoine et plus globalement avec Didomi, on s'est interrogé sur le parcours client d'une banque. En premier lieu, vous allez voir, on a la première visite en ligne. Forcément, aujourd'hui, dans un monde qui se digitalise, avant de passer le cap, avant de passer le pas dans une agence physique, on a tendance à consulter, à faire une première visite en ligne. Ensuite, on va éventuellement ouvrir un compte, télécharger une application. On va avoir un rendez-vous en agence. On va pouvoir se renseigner sur les différents services au niveau de l'épargne, du placement. Est-ce qu'on va faire un crédit, ne pas faire de crédit? On va agréger ses comptes bancaires et son épargne. On va peut-être penser à d'autres services comme l'assurance vie et anticiper sur sa fin de vie. En fait, le client, il va compter sur la banque pour accompagner toutes ces étapes et accompagner tous ces moments de vie. Et vous allez voir juste après que lorsqu'on rattache en fait ces étapes-là au consentement, à chaque étape, on va se rendre compte que le consentement est requis et nécessaire. Et donc, l'utilisateur va devoir vous communiquer, vous partager ses besoins et ses consentements. Alors, on a divisé la portée des consentements, on va dire, en deux blocs, deux étapes. Le consentement va être nécessaire, nécessairement recueilli avant d'être client, mais également une fois que l'utilisateur sera client. Et à chacune de ces étapes, on a décidé de rattacher des consentements qui sont liés. Par exemple, avant que la personne soit cliente, elle va donc visiter votre site Internet et la première interaction que votre client va avoir avec votre banque, avec la banque, ça va être la bannière cookie. La bannière cookie, bien entendu, elle est personnalisable, paramétrable, de façon à ce que vous imprimiez la bannière cookie avec l'image de votre banque. En sachant que la personnalisation que la bannière cookie, c'est la première chose qu'un utilisateur va voir lorsqu'il va se rendre sur votre site Internet. Donc, au-delà de la simple conformité, il y a une réelle expérience utilisateur. Et ces cookies-là, ils vont vous être utiles de façon à calculer, éventuellement mesurer le ROI, pouvoir, à travers des UTM, des traceurs. Vous allez avoir besoin du consentement de vos utilisateurs de façon à utiliser les coordonnées qui vous sont accessibles pour faire de la prospection et même éventuellement de façon à faire des transferts de données auprès de vos partenaires ou éventuellement de sous-traitants par le biais généralement de formulaires. Donc ça, c'est plutôt la phase avant de devenir client. Ensuite, s'ensuit la phase lorsque l'utilisateur devient client et finalement, il y a toujours un besoin de consentement. Même s'il est client, il n'a pas forcément tout consenti et il va devoir communiquer ses préférences en matière il va devoir vous communiquer ses préférences. Vous allez avoir besoin de son recueil, de son accord, de son consentement pour transférer ces données à vos différentes filiales, à vos différents partenaires. Mais on l'a vu tout à l'heure, on a parlé de différents services annexes avec le Beyond Banking. Ça va être également, il va vous être nécessaire de pouvoir collecter également quelles sont les préférences de vos utilisateurs de façon à proposer un service pour lequel l'utilisateur n'est pas encore client. Et au final, avec toutes les informations que vous allez collecter, vous allez pouvoir faire du profiling, mettre en place des programmes de fidélité, et pouvoir, une fois que vous avez cet accord, pouvoir éventuellement récupérer, analyser et avoir un historique de consommation de votre utilisateur.
Voilà, donc tous ces... Afin de résumer un petit peu la capacité qu'on peut avoir à accompagner nos clients, on a souhaité avec Mathieu, et avant même de passer au use case, vous faire un petit résumé des principaux consentements qu'on est amené à collecter le plus, ou même des préférences utilisateurs, qu'on est amené à collecter le plus souvent. Donc, comme Mathieu l'a dit, le plus évident, c'est bien sûr la fameuse bannière cookie qu'on peut voir sur tous les sites et les applications. Elle n'est plus à présenter. Et derrière, on va beaucoup plus loin. En fait, chez Didomi, on est capable de rattacher les consentements à une personne loguée. Ce qui veut dire que pour un même utilisateur, Didomi va être capable de redater le consentement pour l'acceptation des CGU, des CGV sur un contrat, par exemple. On va être capable aussi de gérer l'intégralité des opt-in nécessaires à votre relation commerciale, qu'ils soient marketing, commerciaux, partenaires, pour le transfert des données. Et là où le sujet devient véritablement intéressant, c'est que jusqu'à présent, les opt-ins, c'est essentiellement une obligation légale. Quand on va commencer à parler de préférences qui se gèrent exactement de la même manière d'un point de vue technique, on rentre dans un sujet qui est beaucoup plus intéressant d'un point de vue entreprise, qui est celui de la relation client. Et pourquoi est-ce qu'on ne servirait pas de ces opt-ins pour améliorer la qualité de la relation client en proposant aux clients d'en dire plus sur les thématiques qui les intéressent, quand est-ce qu'ils souhaitent être contactés, par quel biais, etc., etc. On a préparé un petit use case dessus avec Mathieu, on va vous le présenter dans quelques minutes. Et enfin, on peut se servir de Didomi aussi comme d'un gestionnaire de preuves de consentement. Comme on le disait il y a quelques slides, c'est important de rétablir une souveraineté au niveau du consentement, de pouvoir les centraliser, les manipuler et véritablement être autonome dessus. Et donc ça, c'est un petit peu la vocation de Didomi. Donc sans plus tarder, on va vous partager le premier use case. On se met dans les chaussures d'un nouveau client d'une banque. Je viens d'ouvrir un compte et du coup, je télécharge l'application et je l'ouvre pour la première fois. Quel workflow de consentement j'aimerais voir? La première visite, en fait, je n'ai pas envie de voir une bannière pour les cookies ou les traceurs. Donc, première visite, Didomi s'occupe de bloquer l'exécution des différents partenaires non essentiels au fonctionnement de l'appli. Le lendemain ou le surlendemain, je retourne sur mon appli et donc là, Didomi affiche une pop-up. Bonjour Antoine, est-ce que tu es d'accord pour qu'on utilise les données liées à la navigation dans l'appli afin de pouvoir améliorer la qualité de l'application? Oui ou non? Donc là, en général, c'est clair pour l'utilisateur, il donne son consentement parce qu'en plus, ce n'est pas trop impactant pour lui. Donc là, on va avoir un opt-in pour le déclenchement des outils d'analytics. Donc ça, Didomi va automatiquement les déclencher. 45 jours après, on peut tout à fait imaginer une pop-up disant « Tiens, salut Antoine, est-ce que tu es au courant qu'on est capable de t'aider à mieux gérer ton compte en fonction de tes revenus et de tes dépenses? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse cette analyse au niveau de ta balance? Oui ou non? » Et là, auquel cas, on peut tout à fait analyser toutes ces données-là parce que toutes les applis bancaires le font actuellement. Je n'ai jamais donné un consentement clair pour l'instant pour ça. Je ne sais pas toi, Mathieu, mais moi, tous les mois, on me présente ma balance, revenus-dépenses, mais je n'ai jamais eu une bannière correcte me demandant mon consentement. Et donc là, quand l'utilisateur va donner son go, Didomi va automatiquement pouvoir envoyer le signal pour déclencher ce service-là. Ce service donc est géré directement par la banque. On le laisse tourner pendant une trentaine de jours. Et là, où on va véritablement apporter de la valeur à un utilisateur, c'est en lui affichant un nouveau message 30 jours après pour dire « Salut Antoine, par rapport à l'analyse qu'on a faite au niveau de tes revenus et de tes dépenses, on a détecté que tu avais une certaine capacité d'épargne. On peut t'aider à faire fructifier cet argent. Est-ce que tu es d'accord pour en apprendre plus sur nos offres pour qu'on te rappelle à ce sujet-là ?» Et ça, c'est une pop-up qui n'est absolument pas anodine, elle est même cruciale parce qu'on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va collecter un consentement pour la prospection commerciale. Très important d'un point de vue légal. Et la deuxième chose, c'est qu'on va avoir un momentum avec le client que même les intelligences artificielles n'arrivent pas à avoir. C'est-à-dire que l'utilisateur va être capable de déclarer « Oui, aujourd'hui, mercredi 7 avril, je suis d'accord pour que vous m'appeliez afin de me proposer une solution d'épargne, une assurance vie ou n'importe quelle autre solution de placement. » Et nous, on a la certitude que
Là, ça permet de récupérer des données de qualité avec le consentement de l'utilisateur et surtout avec un timing qui convient à vos clients. Et donc, nous, on est persuadé que la relation bancaire de demain, elle va être basée sur des workflows de ce type. Et donc, nous, Didomi, en fait, on fournit l'infrastructure qui va permettre de bloquer les partenaires quand ce n'est pas nécessaire, de les déclencher et d'historiser toute la base de consentement. Donc, dans le cas présent, relatif à la mesure d'audience, l'analyse des dépenses, donc c'est du profiling, et enfin, la prospection commerciale. Donc là, on a récupéré 3 opt-ins différents à des moments de vie différents, donc étalés sur quasiment 3 mois. Et donc, on est persuadé que ça contribue à créer une relation commerciale de qualité avec ses clients. Deuxième use case, il est pour Mathieu. Merci Antoine. Donc oui, en effet, on vous a préparé donc 3 use cases. Je vais vous présenter le deuxième use case, qui est celui de la modification des préférences d'un client. Donc, comme vous savez, lorsque vous vous connectez sur un environnement web, vous allez devoir rentrer vos identifiants de façon à retrouver vos comptes, votre épargne, enfin, votre environnement. Vous allez pouvoir donc modifier, paramétrer, choisir, changer, revenir à tout moment sur vos préférences, sur vos consentements, et donc faire des choix qui vont être spécifiques directement depuis votre environnement, qui peuvent se présenter de différentes façons. Antoine l'a dit, ça peut être sous forme de pop-up, ça peut être sous forme vraiment de centre de gestion des préférences dans lesquels vous allez, dans votre onglet « Mon compte », pouvoir revenir sur mes préférences, mes consentements, et vous allez faire des choix. Lorsque vous allez vous connecter sur un autre environnement, un environnement supplémentaire, que ce soit sur un autre environnement type web, mais toujours dans un environnement logué ou éventuellement même sur votre application mobile, vous allez pouvoir retrouver toutes les préférences que vous avez déjà identifiées auparavant. Et donc, on va pouvoir vraiment vous identifier en tant qu'utilisateur et attacher à votre utilisateur des choix, des préférences qui correspondent à vos besoins et à vos envies. Il y a un troisième use case, on n'a pas trop évoqué pour le moment ensemble, mais il est très important, il est capital et ça va être un réel tournant. C'est qu'aujourd'hui, en plus de pouvoir collecter des consentements, des préférences et les offrir à vos utilisateurs, vous allez pouvoir également les collecter en agence, lors d'une création de compte, lors d'un rendez-vous avec le conseiller clientèle. Et donc là, il va y avoir une autre relation avec la préférence, une autre relation avec l'utilisateur, avec votre conseiller commercial, puisqu'on l'a vu tout à l'heure qu'il y a une réelle confiance envers son conseiller commercial. Donc, le conseiller commercial va être en mesure de pouvoir solliciter, demander, est-ce que vous souhaitez être contacté pour bénéficier d'un service annexe tel que la proposition, la comparaison d'offres pour économiser sur sur vos factures énergétiques. Donc voilà, c'est autant de services qui peuvent être proposés et qui peuvent être mis à jour directement par le conseiller bancaire, et on appelle ça du consentement délégué. C'est-à-dire qu'on va collecter le consentement, le responsable clientèle va collecter le consentement, va les modifier directement dans la plateforme de Didomi, et il va y avoir donc un mail qui va être envoyé au client de la banque et lui dire voilà, bonjour Mathieu, bonjour Antoine, tu as modifié tes consentements tel jour de façon à recevoir des offres comparatives ou une offre prenant la gestion immobilière de votre bien secondaire, etc. Et donc, vous allez recevoir une notification, un email que vous allez valider ou infirmer si ce n'est pas une action de votre plein gré. Donc voilà. Là, c'est une opportunité également de façon à améliorer l'expérience utilisateur en sachant que entre vous et moi, on va dire plus facilement, d'autant plus si on est en confiance, on va dire beaucoup plus facilement oui. On va peut-être être plus enclin à découvrir de nouveaux services lorsqu'on parle avec son responsable clientèle que simplement cocher ou décocher une case sur des environnements digitaux. Donc voilà pour le deuxième use case. Pour le troisième use case, donc là, on parle d'une réelle gestion des préférences de façon à présenter l'ensemble de l'offre de service d'une banque qui aujourd'hui n'est pas forcément facile à déterminer. Aujourd'hui, en tant que client bancaire,
je ne pourrais pas vous dire simplement quels sont tous les services qui me sont proposés. Et en plus, à l'avenir, ça risque d'évoluer encore et de proposer encore plus de services annexes. Donc là, ce centre de gestion de préférence va permettre aux utilisateurs de découvrir l'ensemble des services qui peuvent être proposés par une banque. Et donc, vice-versa, hein, pour la banque, ça va être l'occasion de mettre en avant les différents services de façon à aider, à accompagner tout au long des moments de vie son client à travers différents services annexes. On a sélectionné 3 sections principales. Alors, bien entendu, vous pouvez décliner, rajouter des sous-sections de façon à personnaliser vraiment le parcours utilisateur et que le niveau de granularité, le niveau de précision des offres soit le plus important. Dans la section 1, par exemple, on a déterminé que la section pouvait être « Comment générer des revenus ». Ensuite, vous avez une sous-section qui va vous proposer d'ouvrir un PEA, par exemple. Section 2, comment je peux optimiser en tant qu'utilisateur, comment puis-je optimiser mon quotidien? On va me faciliter la vie sur ma gestion locative, sur mes assurances, ou éventuellement, on va me proposer de pouvoir économiser sur mes abonnements TV ou téléphonie. Donc, vous voyez, il y a plusieurs sections qui sont possibles. Et là, donc, dans les sections, il faut vraiment regrouper tous les services de la banque de façon à les présenter. Et vous voyez que l'utilisateur va pouvoir, tout simplement sur la droite de l'écran, accepter grâce à un toggle ou refuser. Donc, il va pouvoir refuser, par exemple, le service 1 par rapport au service 2. On va pouvoir également mettre des notions de fréquence. Par exemple, oui, je souhaite recevoir des informations pour optimiser mon quotidien. Par contre, sollicitez-moi plutôt 1 fois par mois, 2 fois par mois, 1 fois par trimestre, etc. Donc, vraiment, il va y avoir des niveaux de granularité pour respecter l'expérience utilisateur du client et s'imprégner vraiment dans son parcours utilisateur. Donc, voilà pour l'offre numéro 3. Je ne vous ai pas parlé éventuellement de la section 3, mais le principe est identique. Vous allez retrouver d'autres offres qui vont être rattachées. Bon, là, c'est des offres, mais bon plan. Et l'utilisateur, si l'utilisateur, le client de la banque est intéressé pour découvrir les bienfaits, les possibilités pour récupérer du cashback ou éventuellement bénéficier d'offres promotionnelles, il pourra choisir d'être sollicité ou de ne pas recevoir ce genre d'offres annexes. Et exactement, l'idée, c'est de mettre à disposition de vos clients un espace où ils vont pouvoir monitorer vraiment l'ensemble des consentements qui vous sont nécessaires dans le cadre de votre relation commerciale, mais d'apporter également plus de valeur par une meilleure granularité au niveau de la communication, des produits que vous allez leur proposer, etc. Donc, nous, on accompagne nos clients sur toutes ces thématiques-là. C'est vraiment des projets qui se construisent sur le long terme ensemble. On a la technologie qui permet de créer l'ensemble de ces blocs de collecte de consentement de préférence et les API qui permettent d'envoyer l'information là où vous en avez besoin, que ce soit un CRM, un marketing automation, un call center, un data lake, etc. Et donc, nous, c'est vraiment à travers l'exercice de ce matin avec Mathieu, on a vraiment voulu vous présenter un petit peu notre vision de l'avenir de la banque. Donc, c'est la première édition de ce sujet-là sur la banque. On va vous demander un petit peu d'indulgence parfois si on a pu avoir des imprécisions ou pas. On est vraiment preneur de toutes vos remarques, vos feedbacks en tout cas. Et on pense que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. C'est de commencer à travailler avec des acteurs majeurs sur le renouveau de la banque ou la banque de demain. On organise une deuxième session Open to Banking avec des intervenants de grande qualité le 10 juin. N'hésitez pas à vous inscrire. Je pense que ça va être très intéressant. On va peut-être passer aux questions, Mathieu. Ouais, j'étais en mute. Merci Antoine. N'hésitez pas si jamais vous avez identifié peut-être des use cases auxquels peut-être qu'on y a pensé, mais on n'a pas présenté tous les use cases auxquels nous avons pensé, mais ça peut être également bénéfique de savoir ce que vous rencontrez au quotidien. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres use cases, des questions, on est là pour ça et on y répondra. Antoine a présenté également donc un événement qui aura lieu le 10 juin prochain. Si jamais vous avez des collègues qui pourraient être intéressés par cette présentation, j'aurai l'occasion de la présenter demain également, demain après-midi, mais en anglais cette fois-ci.
Donc, n'hésitez pas à nous adresser un petit message si jamais vous souhaitez que je vous envoie éventuellement le lien pour la même édition, mais en anglais. Et donc, bien entendu, est-ce que vous avez des questions? Et j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, Mathieu. Allez, super. Donc, on va aller voir. Alors, on a une très bonne intervention de Fabrice qu'on pourrait inviter à présenter avec nous, qui nous dit quelque chose de très juste, comme quoi on ne peut pas partager des données de clients à des tiers sans consentement. Et pour que le consentement soit considéré comme éclairé, il est impératif de fournir les finalités du traitement qui va être fait avec les données. C'est tout à fait juste. En effet, Fabrice, bon, j'ai vu le message qui est apparu au moment de ma présentation. Merci de rebondir sur ça. C'est en effet le cas. Il faut vraiment fournir toutes les informations de façon à ce que l'utilisateur, de façon à ce que le consentement en fait soit éclairé et que l'utilisateur ait toutes les clés de son côté de façon à donner ou ne pas donner son consentement. Donc pour cela, il faut fournir les finalités de traitement. Alors, on a une bonne question de Thomas. Lors d'un recueil du consentement en agence, est-il obligatoire de valider ensuite par mail pour le client? Alors, vous faites allusion à ce qu'on appelle le consentement délégué. En fait, dès lors que le consentement n'est pas saisi par l'utilisateur lui-même, il est nécessaire d'avoir un mécanisme de validation a posteriori, que ce soit par un SMS de confirmation, un email, etc., pour s'assurer que l'utilisateur donne bien son go lui-même. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle dans notre produit le consentement délégué. Donc, on a tous ces workflows préétablis de consentement qui vont se faire automatiquement par email ou par SMS. Et maintenant, en plus, avec les intégrations avec les solutions de marketing automation, on arrive à des workflows extrêmement qualitatifs où on pourrait avoir bonjour Antoine, votre conseiller Martin Dupont a modifié vos préférences de communication en indiquant que vous souhaitez ne plus être contacté par téléphone, mais par email et le SMS, de préférence le week-end, par exemple. On peut arriver à ce niveau de granularité. Alors, est-ce que tu as eu le temps de regarder les questions en détail, Mathieu? Oui. Je suis dans l'onglet questions et Amira a une question. Donc, est-ce que le consentement s'applique également pour le transfert des données intra-groupe pour des finalités hors marketing? Alors, c'est une très bonne question qui rejoint un petit peu les questions qu'on va avoir plus loin, en fait. Le consentement, il est nécessaire pour tous les traitements de données qui sont hors exécution du contrat. Donc, c'est-à-dire, admettons que je remplisse un formulaire de contact sur le site corporate d'une banque. Ce formulaire va être redirigé du coup auprès d'une caisse régionale, par exemple, pour valider l'ouverture d'un compte ou la prise du rendez-vous. Il est dans l'intérêt légitime pour cette caisse régionale de me rappeler pour vraiment valider les modalités du rendez-vous. En revanche, le consentement que j'ai pu donner pour la prospection commerciale, même du marketing, a été donné au groupe. Sinon, il faut vraiment m'informer à ce moment-là que ça concerne des filiales bien précises. Donc, il faut bien faire attention. On peut avoir le droit de transférer des données. C'est extrêmement encadré. Et on va se limiter, en fait, hors consentement, à des données vraiment indispensables à l'exécution pour délivrer le service, en fait. Il y a une question supplémentaire de Thierry que tu as commencé éventuellement que tu as déjà répondu une partie. Est-ce que le consentement de ces nouveaux services tiers, inclut automatiquement un consentement pour des campagnes commerciales? Alors non. Ou bien, alors je te laisse répondre à la première partie, quoique la deuxième partie est complémentaire. Ou bien le consentement est-il cloisonné dans des catégories spécifiques, type enquête de satisfaction, campagne marketing, etc. Alors, une double question, ça, du coup. Est-ce que le consentement de ces nouveaux services inclut automatiquement les consentements? Alors non. Ce consentement n'est pas automatique pour les campagnes commerciales. Et donc, il faut un consentement bien spécifique, en fait, par finalité de traitement. Et donc là, par contre, il appartient à chaque entreprise de faire cette catégorisation. En général, il vaut mieux garder une arborescence assez simple quand même,
pas aller à un niveau de granularité qui soit trop poussé parce que du coup, le client peut finir par s'y perdre. Mais l'idée, c'est de se dire quels sont les usages marketing, commerciaux, transfert des données à des partenaires, par exemple, ou des choses comme ça. J'espère avoir répondu à votre question, Thierry. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Alors, j'ai vu pas mal. Bon, Amy a déjà répondu à une partie, mais on va bien entendu vous envoyer, vous communiquer les différents slides ultérieurement, si vous le désirez. Et Oui. parfait, on a répondu donc aux attentes de Thierry. Merci Antoine. Une autre question d'Amira. Pour préciser ma question, la banque devenant un environnement de big data avec la mise en place de data lake, le corporate peut être par exemple sous-traitant pour les filiales, mais sans aucune action, traitement ne soit faite par le corporate. N'est-ce pas un cas d'intérêt légitime? Alors, il faut faire attention parce qu'un traitement de données arrive très très tôt. C'est-à-dire que dès lors qu'on va lire l'information ou ne serait-ce que la stocker, c'est déjà un traitement. Donc, il faut être bien vigilant à ça. Il n'y a pas besoin de transférer la donnée ou d'en faire un usage marketing ou commercial pour considérer qu'il y a un traitement. Le simple fait de la collecter, de la stocker, le traitement commence là. Et donc, n'est-ce pas de l'intérêt légitime? J'aurais tendance à dire que non. En général, l'expérience que j'ai pu avoir avec mes clients qui ont pas mal travaillé sur le sujet, c'est qu'en général, on va demander un consentement quand même pour faire transiter. Alors, je ne sais pas si c'est dans les deux sens, mais en tout cas, quand ça part du corporate vers des filiales, le consentement est nécessaire. Remonter la donnée au niveau corporate, je pense que ça peut être fait sans consentement, mais c'est quand même à vérifier. Je n'ai pas de certitude à ce niveau-là. Si vous voulez, je pourrais vous répondre par mail un petit peu plus tard, je vais me renseigner et je vous enverrai la réponse, Amira. Mais là, je n'ai pas encore de réponse formelle et sûre à 100%. Bon, je crois qu'on arrive au bout des questions, Mathieu. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Il nous reste 10 minutes éventuellement. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Sinon, on va conclure avec Antoine cette première intervention sur Didomi for Banks. Je te laisse le mot de la fin, Mathieu, ou tu préfères que je fasse la conclusion? Ah non, je peux la faire, je peux la faire. Bon, mais en tout cas, voilà. Je souhaite vous remercier pour vos questions, pour votre attention sur cet événement aujourd'hui. De notre côté, c'était un plaisir de pouvoir d'animer ce webinaire avec Antoine. On a pris plaisir à l'organiser, à le présenter. On espère que ça a été très intéressant, enfin, du moins intéressant avant tout pour vous. Très intéressant, c'est encore mieux. N'hésitez pas à nous adresser vos messages, vos remarques, éventuellement si vous avez des use cases supplémentaires, des questions qui vous viennent par la suite. Nous, on va revenir vers vous pour vous communiquer éventuellement les slides. Donc voilà, on va revenir vers vous. Ça sera l'occasion d'échanger à nouveau et de creuser un petit peu le sujet si besoin est de votre côté. Et, exactement, tu as tout à fait raison, Mathieu. On a lancé cet événement dans le cadre du lancement de la solution Didomi for Banks. Donc, c'est le tout premier de la sorte. Les présentations vont s'étoffer par la suite. Il va y en avoir d'autres. On va multiplier le contenu sur ces sujets-là. N'hésitez vraiment pas à nous solliciter pour nous dire que c'est bien, pour nous dire que ça peut vraiment être amélioré. On est preneur vraiment de tout type de retour. Ça peut que nous aider à améliorer la qualité des interventions et du produit qu'on est en train de faire autour. Mais donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. On se fera un plaisir de vous répondre. Et encore une fois, donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Merci Antoine. Je me permets de rajouter un petit quelque chose concernant les prochaines éditions. Donc demain, il y a une édition en anglais et à la fin du mois d'avril viendra une édition en allemand et en espagnol pour les plus polyglottes d'entre nous. N'hésitez pas à en parler auprès de vos collègues qui sont éventuellement qui pourraient être intéressés pour ceci.
Merci à vous, merci à tous, passez une bonne journée et à très bientôt. À bientôt, au revoir.